Est-ce que... Oui, ça marche. Alors, je vous présente, j'ai la grande joie de vous présenter Asmik Manouchian. Je fais très attention, je dis Manouchian, parce que vous m'avez très bien expliqué hier que c'était un nom rare, alors que Manouchian est un nom plus commun, et qui est donc, il ne faut pas que je me trompe, l'arrière-petite-fille de Haïk Manouchian, le frère aîné de Misak Manouchian. Et c'est au fond, pour ça qu'on est si content de la recevoir, peut-être aujourd'hui la personne qui peut le mieux parler, qui est la plus proche de Misak Manouchian, qui a été, vous le savez, panthéonisé en février dernier, et lors d'une cérémonie dont on parlera tout à l'heure. Asmik, je la présente rapidement, elle est très intimidée parce qu'elle est très modeste et très discrète, et c'est pour ça qu'on est content de la recevoir, parce que voilà, elle se met pas en avant, et c'est nous qui avons décidé de la mettre en avant. Asmik a 38 ans, elle travaille dans un cabinet de conseil, elle est venue avec son mari, elle a 3 enfants, elle habite à Lyon, mais elle a vécu très longtemps en Arménie, et vous nous expliquerez pourquoi. Ça marche. Oui, ça marche, je crois. Très longtemps en Arménie, et tu es arrivée à l'âge de 15 ans. Je vais dire tu, parce que depuis hier soir on se tutoie, donc c'est plus simple, on ne va pas faire un dialogue hypocrite, parce qu'on a passé une très bonne soirée à parler de tout ça. Donc elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans, et donc après avoir vécu à Paris, elle s'est installée à Lyon avec sa famille, et c'est elle aujourd'hui, on a beaucoup de chance, qui va nous parler pour la première fois, tu vas nous parler pour la première fois de ta vie, de Misak Manouchian, et on est ravis. Et je présente juste, je pense que tout le monde connaît Misak Manouchian, ce chef militaire d'un groupe de résistants étrangers, les FTP Moy, qui ne comptait que des communistes, mais finalement pas beaucoup d'Arméniens, mais beaucoup de Juifs d'Europe centrale, d'Europe orientale, des Italiens, des Espagnols, des Hongrois, des Roumains, et qui a été donc traqué par les brigades spéciales de la préfecture de police de Paris et fusillé, comme vous le savez, et donc panthéonisé il y a quelques mois par Emmanuel Macron. Alors Asmik, je vais tout de suite, ce qui intéresse tout le monde, c'est que évidemment que je vous passe la parole. Et la première chose que je voudrais vous demander, c'est que, puisque vous allez nous parler de votre arrière-grand-oncle Misak Manouchian, de votre arrière-arrière-grand-père Haïk, votre mémoire de l'Arménie, de l'histoire arménienne, de l'histoire de la résistance de Misak, d'où elle vous vient? Bonjour à tous. En effet, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler de Misak, donc vous m'excuserez, je ne suis pas une spécialiste de Misak. Tu le connais mieux que tout le monde. Je le connais en tant que mon arrière-grand-oncle. La mémoire de Misak, mais aussi de son frère Kalapet, mais aussi de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, vient de nos récits familiaux. Parce que on y viendra un peu plus en détail un peu plus tard, mais Haïk est retourné en Arménie soviétique après s'être installé à peu près pendant 10 ans en France. Et ils ont vécu l'époque des répressions staliniennes qui ont fait que matériellement on a très peu de choses de conserver. On n'a pas de photos, on n'a pas de lettres, parce qu'on ne pouvait pas les conserver, c'était très dangereux de les avoir. Donc notre mémoire vient des histoires qui à l'oral, qui ont traversé les générations, et c'est comme ça qu'on a appris notre histoire. Et puis dernièrement, avec la panthéonisation, il y a eu une nouvelle vague d'informations qui est arrivée. Notamment, on a pu retrouver les carnets de Misak qui étaient dans un musée en Arménie. Et ça nous a permis finalement de reconstituer les pièces, avec les pièces manquantes du puzzle. Ça nous a permis de reconstituer notre histoire, parce qu'à l'oral, tout ne se conserve pas. Il y a des endroits un petit peu romancés aussi de temps en temps, parce que on raconte de manière très inspirée ce qu'on a entendu. Et du coup, cette année, ça a été une année très très riche pour nous, pour compléter notre histoire avec les carnets de Misak qui ont été retrouvés et qu'on a eu l'opportunité de lire. Rappelle-moi, tu avais une photo chez toi de Misak, de ses 2 frères, oui. On n'avait pas de photos réelles qui avaient été conservées de Misak, donc le frère aîné Haïk, ensuite Kalapet et Misak.
une vraie photo réelle n'était pas conservée. Mais il y a très longtemps, donc avant ma naissance, mon grand-père avait voulu réunir les 3 frères et il avait fait faire, dans un salon de photo, il avait fait faire un montage des trois frères parce que c'était très important, c'est quelque chose de très symbolique dans notre famille, le fait de réunir les 3 frères. Et du coup, quand j'étais petite, on a toujours eu, depuis que je me souvienne de notre maison, la maison où j'ai grandi, sur le mur, il y avait cette photo avec les 3 frères. Et puis, c'était la photo qui était aussi dans le programme de Un week-end à l'Est. C'est la photo la plus connue de Missak. Et du coup, c'était aussi la photo qui était dans l'encyclopédie qu'on avait dans notre bibliothèque. On était très intrigués, on était enfants, on était très intrigués de voir cette personne qui était sur le mur et qu'on pouvait retrouver aussi dans les pages de l'encyclopédie. Et c'est comme ça qu'on a été, nous, introduits à Missak, où il nous a été introduit, je ne sais pas, mais depuis que je me souvienne de moi dans notre maison, on avait cette photo et on savait qui il était, on savait ce qu'il représentait, et son aura a toujours été là. D'autant plus que mon père s'appelle Missak. Donc il s'appelle Missak Manouchian. Mon père s'appelle Missak Manouchian. Mes grands-parents m'ont appelé Missak en honneur de mon grand-oncle et de mon arrière-grand-oncle. Et sur la photo, Asmik, il manque quelqu'un. Sur la photo, il manque quelqu'un. Donc Missak est né dans une famille où il y a eu 4 enfants. Ils étaient 3 frères et une sœur. Lors du génocide, ils ont perdu toute trace de leur sœur. On ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. On ne sait pas si elle a survécu, si elle a vécu, si elle a été adoptée. Si elle a été adoptée, on ne sait pas. On ne sait même pas comment elle s'appelle. Parce que dans les histoires, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des génocides, et je pense que c'est commun à tous les génocides, les survivants des génocides n'aiment pas parler, ils ne parlent pas beaucoup. Donc il y a des informations qui n'ont jamais, des questions qui n'ont jamais été abordées. Et du coup, 3 généraons après, on ne sait même pas comment elle s'appelle en fait. Oui, c'est ce que tu racontais, c'est tout à fait vrai. C'est très commun à tous les drames. Et après la Seconde Guerre mondiale, on le sait, il y a une difficulté à faire parler des rescapés de la Shoah. Donc, ce sont 3 frères, 3 orphelins du génocide. Leur père a été tué par des Turcs. Et en fait, leur histoire, elle raconte celle, effectivement, des victimes du génocide qui vont traverser des tas de pays, qui vont se mettre à parler plein de langues. Et qui ont des enfants et des jeunesses complètement chahutées, cosmopolites. Racontez-nous ça, Asmik. Peut-être juste, je reviens à Adiyaman, où les Manouchians habitaient. Adiyaman se situe au sud-est de l'Empire ottoman. Et juste en dessous, il y a la Syrie. Lors du génocide, les habitants de Adiyaman se réfugient à Urfa, qui est une des grandes villes qui est au plus au sud. À Urfa, il y a l'autodéfense d'Urfa, qui est connue, qui est très bien documentée, qui a été organisée par les habitants en fait, et ils ont réussi à tenir un petit moment. Au final, la ville est prise par les Turcs. C'est aussi dans l'autodéfense de Urfa, à l'époque ça s'appelait Edes, où leur père tombe au combat. Et suite à ça, il y a quelques années d'errance de la famille Manouchian, donc du coup de Missak, Karapet, Haik et leur mère, dans les villages des environs, où ils vont travailler comme domestiques chez des familles turques, kurdes. C'est aussi dans ces années-là qu'ils perdent leur mère, finalement, qui meurt de maladie. Et il reste les 3 frères, avec l'aîné qui est Haik, ensuite Karapet, Missak, qui a à peu près 7-8 ans à cette époque-là.
il travaille comme berger dans une famille turque et commence à se mettre en place les orphelinats, parce qu'il a fallu du temps pour que tout ça s'organise. Donc il y a des orphelinats qui commencent à se structurer en Syrie et ensuite au Liban. Et petit à petit, on récupère tous les enfants qui ont survécu au génocide. Il y a une expression qui est très connue, c'est une pièce pour un enfant, une pièce d'or pour un enfant. Donc ils payent en fait pour pouvoir récupérer des enfants, les mettre dans les orphelinats, et c'est comme ça que les frères Manouchian se retrouvent à l'orphelinat. Haïk étant plus âgé, il reste très peu de temps à l'orphelinat, parce qu'après 14-15 ans, il faut sortir de l'orphelinat et rentrer dans la vie. Donc Haïk, il reste en Syrie, et Karapet et Misa, qui sont plus jeunes, sont transférés au Liban, dans l'orphelinat de Junier, et du coup, eux, ils grandissent dans l'orphelinat au Liban, Haïk en Syrie. Donc il y a déjà une première séparation. Et d'ailleurs, à l'orphelinat, ils apprennent beaucoup de langues, dont le français. C'est ça. Karapet et Misak apprennent les lettres arméniennes, mais aussi ils apprennent le français. Ce qui n'est pas le cas donc, de ton arrière-grand-père. Ce qui n'est pas le cas de mon arrière-grand-père, parce que lui, il n'a pas pu être dans le circuit, pour dire de manière un peu... pas très classe, mais voilà, il n'a pas été dans ce circuit-là. Lui, il fallait qu'il se débrouille tout seul. Donc lui, il reste en Syrie, et très vite, il se marie, il a des enfants. Enfin, il a un enfant déjà en Syrie, et puis Misak et Karapet, même dans la dureté extrême de la vie de l'orphelinat, Misak a laissé un écrit qui s'appelle Heidi, qui s'appelle Petit Père, où il raconte un petit peu, c'est le seul écrit qui est conservé de cette période. De cette période, en tout cas racontée par Misak. Même si c'est une condition très très dure, la condition d'orphelin, mais à côté de ça, il y a quand même une instruction, ils apprennent un métier, ils apprennent le français. Ils sont un peu préparés pour entrer dans la vie. Ce qui m'avait frappé, je me souviens à cette époque, c'est que c'est l'attrait et la fascination qu'exerçait la France pour tous ces jeunes orphelins. Oui. Déjà parce que c'est la France et tout ce qu'elle représente. C'est le pays des lettres, c'est le pays des Lumières. Le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui sont, pour des enfants qui ont vécu ce qu'il y a de pire dans la vie, qu'on puisse vivre, les droits de l'homme, que tout homme a un droit, c'est extrêmement important. Donc c'est un idéal vers lequel ils vont essayer d'aller à tout prix. Et finalement, dans les faits, comment ça se passe, Karapet, quand il arrive à l'âge de quitter l'orphelinat, donc il est plus âgé que Misak, il va quitter l'orphelinat, il va retourner chez son frère, il va s'installer chez son frère Haïk, mon arrière-grand-père en Syrie, et Misak, il est encore à l'orphelinat au Liban. Et Karapet, c'est le plus... Karapet, dans la fratrie, c'est une figure extrêmement importante parce que c'est une figure qui lit et en plus, il est extrêmement courageux. C'est le premier, finalement, qui décide de partir en France parce qu'il y a une possibilité et il se jette sur cette possibilité. Karapet, il arrive en France, seul. Le premier. Le premier. Ensuite, il fait venir Misak. D'abord en passant par Marseille, c'est ça. Hein, ils arrivent à Marseille. Qui est avec le port de Marseille, qui est le port des Arméniens. C'est ça. Et c'est ce qui explique aussi la très très grande communauté arménienne qu'il y a à Marseille. Donc évidemment, il fait venir. Ils ont tous les deux, que ce soit Karapet, que ce soit Misak, ils ont gardé un lien très fort avec un professeur qu'ils avaient dans l'orphelinat. Et du coup, avec ce professeur, ils arrivent à organiser l'arrivée de Misak pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, ils se réunissent, Karapet et Misak. Ça, c'est 1924. Donc, il y a 100 ans. C'est ça. Tu as raison. Il y a exactement 100 ans. Et c'est l'époque, évidemment, alors c'est la montée d'abord à Marseille et ensuite la montée à la capitale, qui est une sorte de rêve pour Misak et ses frères. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette arrivée dans la capitale et cette vie
difficile, hein, puisqu'ils arrivent, ils n'ont pas de papier, ils veulent trouver du travail. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces quelques années de vie à Paris sont très bien documentées grâce effectivement à ces carnets donc, qui ont été retrouvés dans un musée de la littérature à Yerevan, et que toi qui parles très bien l'arménien, on expliquera après pourquoi, tu as donc pu lire, hein, je pense que tu as peut-être fait la meilleure lecture, la première grande lecture de tous ces carnets. D'ailleurs, on dit carnet, mais toi tu me disais c'est plutôt des agendas. Alors raconte-nous les agendas de Missak. Les agendas de Missak, alors c'est les deux, parce que Missak commence à écrire très exactement le 1er janvier 1927. C'est le premier carnet. Et ce qui me fait dire que c'est le premier carnet, parce qu'il n'y en a pas d'autres avant, c'est qu'il fait un résumé des 2 années précédentes sur la première page. Et dans ce résumé est magnifique, et qui nous donne en plus les pièces de puzzle qui nous manquaient, où il raconte qu'ils ont réussi en 1925 à faire venir Haïk, d'abord, leur 3e frère, du coup. L'année suivante, la femme de Haïk et leur fils. Et il dit, ça y est, 1926, c'était une très belle année pour la famille Manouchian, le soleil brillait sur notre bonheur, parce qu'on s'était enfin retrouvés. Mais tout ça écrit en arménien, hein, c'est ça écrit en arménien, oui. Dans l'agenda, parce qu'au début c'est des agendas. Et par contre, il explique que 1926 c'était une très bonne année, ils avaient un très bon travail, ils étaient payés 4,50 € de l'heure, ce qui était très bien. Ils font plein de petits boulots. Là, ils ont un travail stable. D'accord. Ils ont un travail stable en 1926. Et puis après, il y a la crise qui arrive, et donc ils perdent leur travail, tous les deux. Que ce soit Karapet, que ce soit Missak, et Haïk n'était pas encore entré au travail. Et là, il dit finalement, les nuages, le ciel bleu ne reste plus, il y a des nuages qui commencent à se cumuler sur notre bonheur, parce qu'en effet, il y a cette perte d'emploi, et puis il y a la maladie de leur frère Karapet qui se remanifeste, et donc du coup, il est alité, et donc c'est comme ça que commence son carnet, son agenda. Et au début, pourquoi je dis c'est des agendas, parce que les premiers carnets, ils commencent à écrire, et donc du coup, c'est chaque journée, ils disent aujourd'hui, je suis allée rendre visite à mon frère à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai amené le petit Gevorg, du coup le fils de Haïk, pour m'inscrire à l'école. Il donne vraiment des choses de la vie quotidienne. Et puis, c'est plus joyeux au début que ça ne... Chaque fois qu'on avance un petit peu dans les années, 1927, finalement, c'est une année qui est terrible. Oui, parce qu'en février, très vite, en fait, il y a le décès de leur frère Karapet. Dans les bras de Missak. Dans les bras de Missak. Karapet, c'était le pilier dans la vie, c'était vraiment le pilier de Missak, parce qu'ils ont vécu les périodes de l'orphelinat ensemble. Pour lui, c'est aussi bien un parent qu'un frère. C'est vraiment, dans ces années d'orphelinat, c'était son accroche. Et quand Karapet est alité, alors au début il pense qu'il va juste être malade, mais petit à petit, plus le temps passe, plus il se rend compte que c'est très grave. Et puis on sent l'angoisse monter, et puis finalement mi-février, Karapet décède dans les bras de Missak. En fait, mi-février, donc mi-février 27. Et c'est vrai que c'est le tour tragique que prennent tout de suite ces carnets, puisque donc un père assassiné, une mère morte pendant l'après-génocide, une sœur qui a disparu, le frère du milieu, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, qui meurt prématurément. Et tu me disais que ce qui te frappait, après on va parler vraiment de ce qu'il y a dans les carnets, mais c'est qu'en fait c'est très dépressif, hein, ces carnets. Les carnets de Missak, c'est noir. Oui, c'est plus souvent noir, parce que pour plein de raisons. Petit à petit, juste, on passe de l'agenda au carnet, parce qu'en plus il change de support, c'est plus des agendas où il écrit, parce qu'il commence à dépasser à chaque fois, parce que petit à petit son écriture s'affûte, et il commence à basculer de je raconte les choses que je fais tous les jours à je mets vraiment mes réflexions sur le monde, sur tout ce qui m'entoure. Et du coup, ça devient des carnets.
C'est-à-dire qu'il passe des petits détails où j'ai acheté pour 1 franc 50 voilà, à des réflexions beaucoup plus poussées. Beaucoup plus poussées. Et là, on arrive à de la philosophie pure, ce qui était une grande découverte pour moi, parce que on connaissait Missak poète, on connaissait Missak résistant, mais je ne connaissais pas Missak intellectuel, poète, philosophe. Et puis lire ses proses, c'est très très beau. En revanche, en termes de contenu, oui, c'est pas toujours joyeux, parce que Missak, c'est quelqu'un qui a l'esprit torturé, qui est en constante opposition, ses émotions, contre ses pulsions, contre son esprit, donc il est en permanence en train de mener une lutte en lui-même, il est rarement content de lui. Il y a des moments où il est content de lui, mais il est rarement content de lui, il est rarement à la hauteur où il vous laisse se voir. Et j'ai perdu le... Non, mais alors, oui, effectivement, tout à fait, il trouve que l'horizon, et plus on va avancer, il trouve que l'horizon est noir, parce qu'après il va y avoir le désordre et le chaos international juste avant la guerre. Mais quand ces carnets ont été un peu découverts il y a quelques mois, moi je trouve que j'en ai vu juste un au musée de Yerevan. Ce qui m'avait beaucoup ému, c'est de trouver un buvard rose, Joseph Gibert, entre 2 pages de carnet. On avait l'impression qu'on le voyait, mais évidemment, comme je ne lis pas l'arménien comme toi, je me souviens, alors tu vas nous raconter, mais par exemple, on a découvert par exemple qu'il était modèle. Pour gagner un peu d'argent, il était modèle pour des peintres. Oui, il faut vraiment réaliser qu'on est dans les années 30, début des années 30, crise, pas de travail, et le besoin de gagner de l'argent pour manger, c'est quelque chose qui est omniprésent dans les carnets de Missak, parce que c'est extrêmement difficile. Quasiment, il n'y a quasiment pas un texte où il n'en parle pas. Et très souvent, il se lève le matin, et s'il n'a toujours pas de travail constant, il va aller devant les Beaux-Arts, devant l'Académie scandinave à l'époque, pour attendre de voir s'il n'y a pas des étudiants qui vont sortir et qui vont choisir un modèle pour pouvoir dessiner. Et du coup, très souvent, finalement, il est quand même plutôt très bel homme, et très souvent il est pris. Donc c'est un travail qui dure pendant un certain temps, plus de 2 ans, 3 ans, je pense, où il travaille comme modèle. Mais c'est pareil, en fait, c'est à chaque fois, est-ce qu'aujourd'hui ça va marcher? C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pas prévu que ça y est, pour la semaine, j'ai mon ouais. Donc c'est une vie au jour le jour, et un petit travail qui d'ailleurs ne lui plaît pas beaucoup. Qui ne lui plaît pas beaucoup, surtout au début. Surtout au début. Alors il raconte que de temps en temps, il va être habillé en habit de royauté égyptien, ou, enfin, d'une fois à l'autre, il incarne des personnages. Au début, il le fait, il est gêné de le faire, mais il le fait parce qu'il est obligé. Mais petit à petit, comme c'est quelque chose en plus qui dure, petit à petit, il commence à trouver des stratégies pour que le temps passe plus facilement, et du coup il s'évade un peu dans sa tête. Et puis il y a quelque chose qu'il fait énormément, Missak, c'est à chaque fois qu'il est, ne serait-ce que dans une queue pour attendre quelque chose, ou quand il voit des gens, il essaye de les analyser. Dans sa tête, il en fait un portrait, et il écrit tout ça. Et donc en tant que modèle, quand il est là pendant des heures, il dit, eux ils sont en train de m'observer, moi je suis en train de les observer à mon tour, et puis des fois il commence à décrire les gens qu'il voit, ou soit individuellement, soit il va essayer de décrire l'ensemble du public. Et donc c'est une façon qu'il a trouvée pour s'occuper. Et puis c'est quelque chose qui dure tellement longtemps qu'il s'est dit, il faut absolument que j'écrive les mémoires d'un modèle.
Et ça va être une œuvre satirique. Il écrivait beaucoup de satire, Missak, ce que je ne savais pas non plus. C'était une découverte dans les carnets, parce qu'on connaissait les poèmes, mais je ne le connaissais pas, satiriste. Donc une fable un peu moqueuse dont il aurait été le héros comme modèle, quoi. Même pas de lui. C'est même pas de lui. Il va essayer de prendre une par une les personnes et à force de les regarder et de voir comment est-ce qu'il le regarde, comment est-ce qu'il travaille, il va essayer d'en faire un portrait. Le contre-champ. C'est ça. Et il s'amuse beaucoup à le faire. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, il dit, dans mon esprit, je ne peux pas me contenter de poèmes, j'ai besoin que le satire et la poésie soient aussi bien nourris l'un que l'autre, parce que sinon je ne serais pas à l'aise s'il y a un aspect qui est finalement moins développé que l'autre. Je ne le connaissais pas comme ça, je l'ai connu dans les carnets, mais oui, il dit plusieurs fois qu'il va écrire... les mémoires d'un modèle, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Non, enfin en tout cas on n'a pas ce texte. Ce qui est vrai, c'est que ce qui l'obsède, c'est ce qu'il aimerait faire toute sa vie, c'est écrire, étudier. Donc il s'inscrit comme auditeur libre à la Sorbonne, il va suivre des cours, il adore écrire, mais malheureusement il faut gagner sa vie et tout est bon pour gagner sa vie, donc il fait plein de petits boulots, etc. Un jour aussi, il va donner son sang, parce que on peut donner son sang moyennant quelques finances. Oui, après plusieurs années de difficultés financières, il va... alors, on ne sait pas s'il le fait, mais c'est un projet qu'il a. Il se dit, je peux donner mon sang. Et alors, je saurais plus... Enfin, il dit, c'est un 2 centilitres de sang, ça coûte tant. Donc, il se dit, je vais essayer. Donc, il va à la Salpêtrière. Et puis pour moi, c'est très particulier de lire. Il parle d'Orléans, il parle de cinéma, il cite les cinémas, il va beaucoup au Jardin du Luxembourg. Et pour moi, c'est juste énorme de lire ces endroits-là, parce que j'ai vécu, moi, à Paris, ces endroits-là, j'y étais, donc c'est très important. Et puis il est toujours très précis. Donc là, il va à la Salpêtrière et il demande s'il peut donner son sang. Ils vont analyser son sang et ils vont découvrir qu'il est donneur universel. Et moi, j'ai trouvé ça assez... symbolique qu'il soit un donneur universel de sang, parce que c'est un peu toute sa vie, en fait. Bon, finalement, il faut qu'il fasse des analyses, il faut qu'il aille à Saint-Antoine, etc. Au final, on ne sait pas comment ça continue, mais oui, il fait ses calculs et il se dit, si je peux donner beaucoup de sang tous les mois, ça va pouvoir, enfin, je vais pouvoir je vais plus avoir ce sujet du besoin matériel qui me traque. Et je vais pouvoir vraiment entièrement me consacrer à mes écrits, parce que ce besoin-là, ces difficultés financières grignotent toute la journée de tous les jours dans les carnets. Ça le hante. Ça le hante en permanence. D'ailleurs, c'est de ça qu'il dit, je suis hanté, je suis traqué, c'est ça ces mots. En arménien, et puis parfois il écrit en français aussi. Il y a des endroits où c'est... Et d'ailleurs, très peu de fautes d'orthographe, un français très abouti. Hein, très abouti. Et puis l'arménien, par contre, j'étais très étonnée de voir un enfant qui finalement, très jeune, a été dans un orphelinat, n'a pas beaucoup vécu dans un pays... un environnement où on parlait l'arménien. Un environnement de l'arménien. Et il a un vocabulaire extrêmement riche. Quand on lit des écrits, quand il a 22, 23 ans, je le montrais à mon mari, on n'a pas du tout l'impression de lire un jeune homme, en fait. Et ce que tu disais aussi qui t'a beaucoup ému, c'est que toi qui penses que effectivement le fait d'être l'arménitude, le fait d'être arménien, ça se transmet aussi évidemment beaucoup par la culture, la lecture, etc. C'est que tu as trouvé dans ces carnets tous les livres que toi tu aimes lire. Oui, c'est toujours, c'est comme les endroits dans Paris, c'est pareil pour ces auteurs en fait. Pour moi, moi j'ai grandi en Arménie et j'aime énormément la littérature arménienne. Je lis encore aujourd'hui. Et
quand je retrouve alors des fois, Missak va citer des auteurs que je lis ou qui ont contribué, parce que pour moi, c'est ma façon de me considérer arménienne, et je suis arménienne et française, mais la part arménienne en moi, elle s'est formée par la culture arménienne, la littérature arménienne. En lisant ces auteurs-là, j'apprends ce que c'est d'être arménien, et c'est ça que c'est ce qui me nourrit en tant qu'arménienne. C'est comme ça qu'on devient, pour moi, arménien. Il suffit pas de naître. Et de voir ces auteurs-là qui m'ont éduquée, qui m'ont élevée, de voir ces noms-là dans les carnets. Il cite souvent Yeriche Charens, qui est un très grand auteur arménien, et d'ailleurs il cite la phrase de Charens, je traduis, hein, je ne vais peut-être pas faire la meilleure traduction, mais la phrase de Charens, c'est: si tu es poète, tu es en lutte constante, et dans cette lutte, une mitrailleuse ne va pas t'aider. Parce que c'est une lutte interne, c'est des êtres torturés, parce qu'ils sont en permanence en train de chercher à s'élever, et ils ne sont jamais assez bien. Ils n'ont jamais assez de volonté, ils n'ont jamais assez d'émotions, ils n'ont jamais assez de tout. Et donc il va citer Charens. Il connaît Avetik Issahakan, qui fait partie des auteurs des très grands auteurs arméniens, et il raconte des anecdotes avec Issahakan. En lisant ça, je trouve aussi un lien avec les auteurs qui m'ont élevée. Donc pour moi, j'étais comme une petite fille de toute façon en lisant ça, et puis je vois tous les livres, parce que Missak va dire alors les achats que je dois faire. Du coup, il va donner une liste de livres, et dans ces livres, il y a de la mythologie, de la littérature arménienne, française, européenne de manière générale. Des fois, il va recopier des poèmes en italien, il va écrire en anglais, et ça se voit qu'il essaye d'apprendre l'anglais. Et du coup, il met la liste des poètes ou des écrivains qu'il va acheter, et je retrouve Metumanian, Charens, Issahakan, Mahari, etc. Et pour moi, c'est juste... je suis vraiment comme une petite fille devant ces carnets. Je comprends l'émotion en lisant ça. Alors, quand on t'écoute, Asmik, il y a une chose qui est frappante. Alors, il s'arrête les carnets, on n'a plus de carnets après 1935. Enfin, il y en a peut-être, mais on ne sait pas. En tout cas, ils n'ont pas été retrouvés. Et c'est aussi 1935, une année très particulière pour lui, où il rentre, je ne me trompe pas, au Parti communiste. Et là, il dit en gros que le Parti communiste, ça lui prend beaucoup de temps. C'est aussi l'année, je crois, où il rencontre Méliné. Et ça lui prend beaucoup de temps, le Parti communiste, il n'en peut plus, il raconte ses réunions interminables, il déteste la bureaucratie. Et le récit tel qu'il apparaît, le récit de Missak Manouchian dans ses carnets, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout le militant pur et dur qui ne pensait qu'à la politique, et qu'on nous a longtemps raconté. Parce que ce que tu racontes sur sa passion, c'était la littérature, hein, c'était la poésie, c'était lire, c'était apprendre, c'était l'art aussi. Il dit qu'il aime la peinture. Et donc là, on découvre qu'en fait, il n'est pas aussi militant qu'on le croyait. Est-ce que je me trompe? Missak, il aime l'art, il aime le beau, et il aime l'humanité. Il le dit très souvent. D'ailleurs, il a un poème qui s'appelle L'Humanité. Il aime l'humain, en fait. Et du coup, il est extrêmement sensible à la lutte sociale, à la lutte des classes. D'ailleurs, il a été ouvrier, il a vécu la vie des ouvriers, même après, il passe du temps avec des amis ouvriers, même quand il ne l'est pas. Il est très très sensible à cette cause-là, et il se dit qu'il est convaincu par l'idéologie qu'apporte le communisme, c'est l'égalité pour tous, et il est vraiment convaincu de l'idéologie. Et il se dit, il se demande longtemps, est-ce qu'il va rentrer dans le parti ou pas? Est-ce qu'il a besoin de rentrer dans le parti communiste ou pas? Pendant plusieurs mois, il se pose la question, et ça c'est dans ses carnets. Finalement, un jour, il dit, puisque je suis convaincu que c'est ça l'idéal, c'est ça qui va finir par sauver l'humanité, si je ne m'engage pas vraiment,
c'est que je suis un lâche. Et donc, en septembre 34, il s'engage comme dans le Parti communiste. Et puis il s'engage, et après il va déchanter un petit peu dans le sens où il va découvrir la bureaucratie, il va voir que finalement il y a beaucoup de réunions où il va y avoir aussi tu disais qu'il y avait des un peu personnelles, des choses qui... Finalement, c'est pas si idéal que ça dans la pratique. Tu racontais l'anecdote d'une réunion qui avait duré des heures. Oui, vous pourrez lire l'adjoint de... Alors, le trésorier adjoint, je ne sais plus quel adjoint. Et ça a duré des heures et des heures et des heures, et ils étaient 5. Et lui, ça le met hors de lui. Il est de toute façon toujours pris par le temps. Le temps, c'est quelque chose qui lui manque. Il a beaucoup d'écrits sur les minutes, les secondes qui passent. Quand il est modèle, pour lui, il perd du temps. Quand il fait sa première demande de naturalisation, à l'époque, il fallait aussi faire un service militaire. Et il se dit, mais je ne peux pas faire un an de service militaire, c'est un an de perdu, j'ai déjà perdu tellement de temps, donc le temps lui manque. Et donc quand il fait les réunions interminables pour finalement accoucher d'une mouche, ça l'énerve, il voit le temps qui passe, et surtout le temps qu'il n'utilise pas pour écrire, parce que c'est quelque chose qui lui manque du coup. Et ce qui est intéressant, comme tu connais évidemment après l'histoire tragique de Missak Manouchian, son exécution, etc., tu m'as raconté, comme tu as ce recul-là, tu peux établir des correspondances et en lisant ces agendas ou ces carnets après, tout d'un coup il y a des choses qui te sont sautées à la figure, et je voudrais que tu nous racontes l'histoire du vélo. L'histoire du vélo. 1934, si je ne me trompe pas, 33 ou 34, donc plutôt vers la fin des agendas. Il est parti de Châtenay-Malabry, s'est installé alors dans Paris ou à Alfortville, je me suis... Oui, parce qu'on suit toutes ces adresses année par année, parce qu'il le note, chaque fois c'est déménagement. Et du coup, il va à la poste, dans un bureau de poste, vers avenue d'Orléans, je crois. Et du coup, il sort, il voit qu'on lui a volé son vélo. C'est une période extrêmement difficile pour lui. Il a très peu d'argent, quasiment pas grand-chose. Et son vélo, c'était sa plus grande richesse. C'était déjà, il ne pouvait plus s'en acheter un. Enfin, il ne pouvait pas en acheter un autre. Et en plus, il dit, c'était mon ami à qui je pouvais toujours parler, à qui je pouvais toujours démontrer tout ce que je voulais. Et c'était ma liberté dans Paris. Et on m'a volé ça. C'est quelque chose qu'il vit très très mal. Il est meurtri par ce vol. Et il en parle encore plusieurs jours. C'est une souffrance, il a perdu son vélo. C'est quelque chose qui lui a fait vraiment extrêmement mal, en fait, parce qu'on ne lui a pas juste pris son vélo, on lui a pris sa liberté, on lui a pris plein de choses. On lui a pris un ami, il en parle comme un ami. Et du coup, en effet, quand j'ai lu cette page-là, je me suis souvenue de son groupe, du groupe Manouchian, où ils avaient une consigne après une action, quand il fallait s'enfuir, parfois quand il y a la police derrière et il faut s'enfuir. Pendant la résistance. Pendant les années de résistance. Ils n'hésitaient pas à prendre les vélos des civils, en fait. S'il y avait quelqu'un qui avait un vélo, ils leur demandaient leur vélo. Et par contre, leur consigne, c'était toujours, sans faute, de dire à qui on prenait le vélo, de dire demain tu viendras le récupérer dans tel café, ou après dans 2 jours tu viendras le récupérer dans tel café. Et ça, je savais ça, je connaissais cette consigne. Donc en lisant le carnet, je me suis dit peut-être que ça vient de là, en effet, parce que lui, il a tellement mal vécu ça que pour lui c'est important de ne pas infliger ça aux civils. Même si oui, en effet, ils en ont besoin pour leur vie, pour la résistance, mais par contre, il faut toujours rendre le vélo. Oui, cette histoire est fascinante. Et je suis sûre qu'on n'en est qu'au début de la lecture des carnets, ils n'ont pas encore été analysés. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'autres exégèses de ce genre, et que c'est fascinant comme objet d'étude historique, quoi. C'est vraiment une manne.
Et littéraire, alors? Moi, je pense qu'il faut, mon avis très personnel, hein, mais je pense qu'il faudrait en effet analyser ces carnets, mais avec une équipe d'historiens, de littéraires, de philosophes, parce que finalement, dans ces carnets, il y a tout ça. Il va partir dans une prose pour comparer, alors je sais plus, des peintres, la peinture de... La musique aussi. La musique de Bach, ça fait ça, la musique de Beethoven, c'est plus ça. Il va analyser tout ça. Et puis il va aussi faire de la pure philo. Il va essayer de définir c'est quoi la conscience, parce que sa conscience, c'est son... sa conscience le fait souffrir énormément. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de quelques années où il parle de sa conscience qui le fait souffrir, il va essayer de décrire c'est quoi la conscience. Et il s'adonne à cet exercice, il écrit quelque chose pour quelle force est la conscience. Et c'est de la pure philosophie. Et je pense qu'il a, je sais pas, 24 ans, il fait ça. Et pour moi, en effet, il faudrait avoir un regard assez complet pour pouvoir analyser ça. Et d'ailleurs, il est tellement complet qu'il n'arrive pas à choisir. Est-ce qu'il va écrire? Est-ce que c'est les mots? Au début, hein, finalement, il choisit, mais est-ce qu'il va utiliser les mots? Mais il voudrait utiliser les couleurs, il voudrait utiliser les sons. Il dit, quand je vois le beau, quand je vois quelque chose de très beau, les émotions que j'ai, je ne peux pas les décrire avec des mots, c'est ce qu'il y a de plus réducteur comme moyen. Moi, je veux les exprimer avec des sons et des couleurs. Et il se dit, j'aimerais qu'on m'emprisonne et que pendant 2 ans, on m'apprenne la musique, qu'ensuite on m'apprenne la peinture, parce que j'ai envie de pouvoir m'exprimer comme ça aussi. Parce que les mots, c'est trop réducteur. Donc finalement... c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une soif de vie et de savoir, évidemment, qui arrive plus tard. Et donc, si ces carnets s'arrêtent en 1935, il ne raconte pas, et là on va revenir à ton histoire plus personnelle, il ne raconte pas le départ donc de son frère aîné, Haïk, qui choisit, ça ce sont des épisodes peu connus, en tout cas, son frère aîné, Haïk, qui en 1936, je ne me trompe pas, choisit lui de rejoindre l'Arménie soviétique, hein, puisque c'est l'époque où les premiers bateaux commencent à partir, parce qu'il faut repeupler ces territoires. C'est ça. Il faut repeupler l'URSS, et puis... aussi, c'est le premier bateau en 1936 qui part de Marseille, et après il n'y en a pas d'autres pendant 10 ans. Et donc premier bateau, beaucoup d'Arméniens se jettent pour c'est l'idéal communiste. Enfin, il faut aussi savoir que c'est une période extrêmement difficile pour eux de vivre en Arménie, en France, avec la crise, les difficultés financières aussi. Et puis, l'Arménie soviétique, c'est ce qu'on connaît à cette époque-là de l'Arménie soviétique et du régime soviétique, c'est le rêve absolu. Et puis, c'est le retour au pays, dans un endroit où on est arménien, on est chez nous. Et puis, c'est là aussi que joue le fait que Haïk n'avait pas appris le français comme Misak et Karapet. Il n'avait pas la même facilité, je pense, parce que même Misak, il raconte dans ses premiers carnets, pour lui, ça a été difficile aussi de faire venir son frère, sa famille, qui ne parlent pas le français, qui sont plus difficiles à faire intégrer. Misak fait énormément d'efforts pour la famille de Haïk. Et donc en 1936, en effet, Haïk décide avec sa femme et ses 3 enfants, du coup, parce que mon grand-père était déjà né ici en France, il décide de partir en Arménie soviétique. Donc Misak reste le seul, Misak reste à Paris, avec l'histoire qu'on connaît, et ton arrière-grand-père donc rejoint un kolkhoz. Alors, tout ça explique que tu es né en Arménie et que tu as vécu si longtemps en Arménie, donc il faut que tu nous racontes. Donc ils arrivent en Arménie et il y avait des endroits, c'était un minimum préparé quand même, hein, l'arrivée de beaucoup d'Arméniens, ce qu'on appelle Nelkart, hein, c'est le retour au pays. Donc il y avait des quartiers qui étaient prévus pour les Arméniens qui retournent en Arménie, des Arméniens qui retournent de France, de Grèce, de Syrie, de Liban, de plein d'endroits. Et
la famille Manouchian, du coup, arrive à côté de Yerevan, la capitale. Ils construisent un quartier qui s'appelle Nubarashen, donc, construit par Nubar, si je traduis, et c'est là où il y a tout. C'est peuplé exclusivement d'Arméniens qui sont revenus de plein de pays, surtout de France. Donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce quartier, alors ils ont fini de construire à 50% en 1937. Eux, ils arrivent en 1936. Donc, ce que racontait la femme de Haïk, c'est que c'était un endroit où il n'y avait que des serpents et des scorpions. Donc, ils construisent leur maison, et c'est la maison où j'ai vécu, moi, où toujours les Manouchians ont vécu, et c'est la maison qu'on a laissée en 2001 quand on est arrivé en France. Donc ils s'installent à Nubarashen, et en effet, régime soviétique, il y a ce qu'on appelle les kolkhozes, où on cultive, on a des animaux, hein, je ne sais pas quels sont les animaux de ce kolkhoz-là d'ailleurs, mais Haïk travaille comme gardien de nuit, surveillant de nuit dans ce kolkhoz. Ce qu'il faut savoir, c'est que Haïk, quand il était en France encore, quand il était à Paris, il a eu sa tasse aussi. Hein, donc, en arrivant en France, très vite, ils ont perdu leur frère. 2 semaines après la perte de leur frère, un fils lui est né, qu'ils ont baptisé Karapet, comme le frère qu'ils avaient perdu. Et le bébé n'a pas survécu non plus, il est mort à moins d'1 an. Et puis quelques mois après cet incident, Haïk a eu un accident très grave dans Paris. Il a passé beaucoup de mois à l'hôpital, où Misak le décrit. Donc c'est un tramway qui avait... Voilà, il y a le tramway. Happé par un tramway. Voilà. Et du coup, il est devenu handicapé entre-temps, et en arrivant en Arménie, il arrive à trouver ce travail comme surveillant dans un kolkhoz. Et puis un jour, quelqu'un lui fait une très très mauvaise blague, une nuit où il s'est assoupi, quelqu'un lui dit oh, tu as dormi et tous les animaux sont partis. C'était faux. C'était faux, c'était une blague. Sauf que c'était la fin des répressions staliniennes. C'était suffisant pour être envoyé pour ça en Sibérie avec toute la famille, parce que c'est du sabotage, parce que c'est plein de choses. Et c'était très très grave en fait. Donc c'était une très mauvaise blague. Et du coup, Haïk, il est alité après cet événement, et 2 jours après, il décède. Et c'est vrai que quand tu racontes ça, on voit cette succession de tragédies dans la famille. Hein, c'est vrai, de 1915 jusqu'à Haïk, le frère aîné qui meurt en 1940, et puis après, 4 années après, Misak Manouchian. Et l'histoire de ces 3 orphelins, d'une sœur disparue, de parents, d'une mère. C'est vrai que c'est la route, l'histoire tragique de l'après-génocide qui, comme ça, se dessine. C'est vrai que je trouve ça abyssal et fascinant. Je ne connaissais pas l'histoire de la mort de Haïk quand tu me l'as raconté. Et je me suis dit, c'est vraiment absolument incroyable. Et donc c'est pour ça donc, que tu as après vécu en Arménie, que tu parles arménien. Et là on va arriver au suspense, à la fin de l'histoire qui va justifier que nous avons tellement été ravis de t'inviter au festival, puisque donc vous le savez, donc panthéonisation de Misak Manouchian en février dernier, et le lendemain de la panthéonisation. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie? Il y a eu 2 cérémonies. Oui. Il y a eu une première cérémonie qui avait été organisée par le ministère des Armées, qui était au Mont-Valérien, qui était... La veille. Qui était extraordinairement émouvante. On a refait la marche au Mont-Valérien, là où ils sont arrivés. On est repassé par où ils sont passés, et c'était magnifique. Donc je remercie, je remercie encore pour cette cérémonie qui était extrêmement émouvante. Et puis, il y a eu la cérémonie le lendemain, au Panthéon, qui était grandiose. C'était une très très belle cérémonie. Mais vraiment, c'était les 2 jours, pour moi, hors du temps, où c'était un tel hommage qui nous marquera pour toujours. Hein. Cette cérémonie, c'était très très beau.
Et donc, toutes les panthéonisations, c'est toujours des moments très particuliers pour les conservateurs, les historiens, parce qu'il faut en général travailler assez vite. Hein, voilà, il faut, tout le monde se met tout le monde est sur le pont, et les gens commencent à faire des recherches, préparer, il faut retrouver la famille, tout ça, etc. Bon, bref, après cette cérémonie magnifique avec sous la pluie au Panthéon, le lendemain, visite donc d'une exposition préparée dans la crypte. Hein, où tu es invité avec ta famille. Et donc, dans la crypte, sous des vitrines, sont ouverts les fameux carnets de Missak Manouchian, qui n'ont, à l'époque, c'est parce que tout ça s'est fait très vite, ne sont pas encore tellement. N'ont pas été. À l'époque, je suis pas sûre. Tu sais, tu les avais lus, toi? Non. Non, pas encore. Non, j'ai lu que les pages qui étaient ouvertes, voilà, en fait. Tu les découvres comme tout le monde, donc des 3 cahiers ouverts, je me souviens très bien. Et tu passes devant l'une des vitrines. Et tu regardes et tu dis, mais voilà, c'est bien ce que ma famille avait toujours dit, c'est bien ce que mon père m'a toujours dit. Il n'est pas né, comme on l'a dit, en 1906, mais il est né en 1909, puisque Missak Manouchian, comme c'est l'histoire de toutes les immigrations en France, c'est-à-dire que très souvent, on ne connaît pas sa date de naissance, on a tendance à se vieillir pour trouver du travail. Et donc, tu fais cette découverte, et moi je me souviens très très bien que Denis Péchonsky, qui était l'historien qui était chargé de cette commémoration, me téléphone à une autre journaliste de Libération et nous dit, venez, on a quelque chose à vous dire. Et donc le lendemain, il arrive et on fait un zoom avec toi, il dit, voilà, on a fait une découverte extraordinaire, en fait on s'est trompé, enfin il dit pas on s'est trompé d'ailleurs, en fait Missak Manouchian n'est pas né comme on l'a écrit en 1906, mais en 1909, et donc tu nous expliques ça, et moi je me souviens que je suis complètement stupéfaite, et je lui dis, mais alors la date gravée là, sur la pierre à l'intérieur du Panthéon, c'est faux. Et il dit, oui, mais ça fera partie de la légende. Mais en fait, c'est quand même ça, l'histoire. Et puis, on n'est pas tout à fait... enfin, je pense qu'avec la lecture des carnets, on arrivera à trouver quelle est sa date exacte de naissance. En tout cas, c'est pas celle-là. Mais du coup, c'est comme ça que moi, j'ai fait la connaissance d'Asmik par Zoom, qui disait, ben oui, moi, j'ai toujours dit que c'était pas la bonne date. Mais bon, c'est toujours l'occasion. Enfin, c'est vrai que les commémorations, c'est toujours un temps très rétréci, etc., où on fait presque, c'est très très souvent qu'on fasse très fréquent qu'on fasse des découvertes après coup, hein, et c'est l'histoire en marche. Voilà, donc c'était l'occasion de rencontrer Asmik, qui était restée très discrète, que personne n'avait mise en avant, et tout d'un coup, pour moi, je suis enchantée de l'avoir rencontrée à cette occasion, et surtout, Asmik, tu vas nous raconter que justement, en fait, cette panthéonisation et puis ces découvertes aussi, ça a été pour toi un espèce de petit déclic. Raconte-nous. Déjà, en effet, du coup, merci de m'avoir invitée. Je ne l'ai pas dit au début, d'ailleurs. Ça me fait plaisir, Ariane. J'aurais dû le dire au début. Pour les carnets, en effet, c'était juste... les carnets avaient été ouverts au hasard. Et comme par hasard, c'était une des pages où Missak parlait de son âge. Et les carnets sont signés la date. Il met toujours la date quand il finit d'écrire une de ses notes. Et puis du coup, je dis en effet, c'est ce que disait papa. Sauf qu'on n'avait pas de preuves, parce que tous les documents qui sont conservés de Missak, c'est des documents où il a donné 1906 comme âge. Nous, on connaissait l'histoire. C'était l'histoire orale. Exactement. On en revient au début de ce que je disais. C'est toutes les histoires orales qui nous sont restées. Et du coup, je dis, bah voilà, ça y est, enfin, il y a un endroit où c'est écrit. Et c'est comme ça, en effet, qu'on a commencé Parce que la vérité, c'est que de tous les visiteurs très honorifiques qui étaient là pour inaugurer cette exposition, tu étais peut-être l'une des rares à parler arménien. C'est pour ça que tu vois ça aussi. Je pense, oui. Donc, c'est quand même un peu miraculeux. Derrière, sous la vitrine, eh bien, il y a ce carnet ouvert à la bonne page. Asmik tombe dessus. Voilà. Et tout ça pour vous dire, donc, que si un jour vous allez au Panthéon pour vous recueillir ou pour admirer, pour aller observer la tombe qui est celle de Missak et Ménélie Manouchian, ne vous fiez pas à la date inscrite tout récemment gravée dans la pierre, puisqu'elle est fausse. Voilà. Et tu m'avais demandé quelque chose. Non, je crois que... Non, oui, je t'avais demandé ce que ça avait changé pour toi. C'est-à-dire qu'il m'avait dit que tu voulais te replonger dans l'histoire familiale. Bon, il
sur l'histoire de Missak, il y a eu alors je ne sais pas comment, mais le fait est qu'il y a eu une erreur. C'est que Missak, en France en tout cas, était connu comme... qu'ils étaient deux frères, Missak et Kalapet, parce que Raik était parti plutôt en Arménie, et en fait, leur troisième frère n'était pas connu en France. Oui, tu l'expliquais d'ailleurs que pendant quand il y a eu beaucoup de reportages et tout, pendant la cérémonie de commémoration, très souvent, Haïk n'existait pas, on disait deux frères et que ça te faisait souffrir. Ben oui, c'est très difficile parce qu'en plus j'ai une amie qui est là, que je connais depuis toute jeune, et en effet quand je me présente Manouchian, il y a des gens qui disent est-ce que c'est un rapport avec je dis oui, et puis après ils reviennent, il y en a qui sont revenus me voir avec des articles en disant mais non, en fait tu n'existes pas, parce qu'ils étaient deux frères, ils n'ont pas eu d'enfants, donc et c'est une situation qui est compliquée à vivre. Mais on la vivait. Il y a eu la panthéonisation. Là où ça a été un petit peu plus difficile pour nous de lire, c'est que ça a pris une telle résonance et là du coup on n'existait pas publiquement. C'était difficile pour mes parents, c'était difficile pour nous, c'était difficile de pas exister en fait. Et même jusqu'à 2 semaines avant la panthéonisation, on ne savait pas si on y allait. Si vous étiez invité. Si on était invité. C'est ce que j'ai découvert. Sauf que c'est là où on arrive. En France, l'administration marche très bien. On nous a retrouvés pour les autorisations d'exhumation. Donc là, l'administration... Mais pas les historiens. Et en tout cas, ça t'a donné envie du coup. Et en effet, après la panthéonisation, on a vécu, on a essayé de se concentrer sur Missak, sur ce qu'il avait accompli, sur la fierté que ça représentait. On s'est dit qu'il s'agit de Missak. Et puis en effet, un jour, juste après la panthéonisation, on a écouté une interview, et dans cette interview, il y a la journaliste qui fait l'introduction avant de parler aux invités. Et en effet, dans l'introduction, il dit donc de toute la famille Manouchian, seulement Missak et Kalapet ont survécu. Et c'était le moment de bascule pour moi. Et avec mon mari, j'ai dit stop, non. On ne peut pas le tuer encore une fois, Raik. C'est des enfants qui ont traversé l'enfer du génocide. Ils étaient dispersés, 2 au Liban, 1 en Syrie, ensuite 2 en Syrie, 1 au Liban. Ils arrivent en France, 1 par an, ils se réunissent tous ensemble, parce que c'est important pour eux de se réunir tous ensemble. D'ailleurs, pour Missak, c'est là où le soleil brille sur leur bonheur, c'est l'année de 1926, où finalement tout le monde est là, même la femme de Raik, donc toute la famille est là. C'est là où il écrit cette belle phrase dans son carnet. Exactement, et en fait on le tue encore une fois, et on les sépare, et là c'était pas juste, là pour moi c'était le moment de bascule. Et là, on voit bien que du coup, tu as très envie de te plonger dans l'histoire de la famille, ce qui me paraît génial. Et bon, je fais un petit peu de pub pour mon journal. Je tiens quand même à dire que Le Monde a cité Haïk comme il fallait. Il ne l'a pas coupé, ne l'a pas invisibilisé, comme on dit. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est tous très, 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 très contents, Asmi, que tu sois venu nous raconter ton histoire et nous parler si bien de Missak Manouchian, mais aussi de Haïk. Et voilà, et on te remercie infiniment. Merci à vous, merci pour... C'est fini.